Comment parler autrement des violences à l'égard des femmes? À Lyon, une association part sur les traces d'ouvrières, de résistantes, d'artistes et de gastronomes qui ont marqué leur époque mais qui, contrairement aux hommes, sont pas ou peu présentes dans l'espace public. Où sont les femmes dans les rues de Lyon? C'est notre focus du jour. Bonjour Mathilde, ça va? Allez, on y va. Et donc là, on est vraiment sur les pentes de la Croix-Rousse, c'était le quartier de ce qu'on appelle les canuts. Hein, c'est ça, effectivement. Oui. Il y avait énormément d'ateliers de tisseurs. Les canuts, c'est les tisseurs de la soie à Lyon. Et après le fait que la soie soit tissée, il faut effectivement la tordre sur un métier qui s'appelle un moulin. Et les ouvrières qui utilisaient ce moulin, elles étaient appelées les ovalistes, puisque la pièce centrale de ce moulin est ovale, tout simplement. Alors pourquoi on parle des ovalistes? Alors déjà je vous présente Mathilde, qui est guide bénévole au sein de l'association Filaction et qui va nous emmener comme ça découvrir des femmes qui ont marqué l'histoire de Lyon. Et pourquoi tu as voulu nous emmener ici? C'est ici qu'a eu lieu la première grève dirigée par des femmes en France. Oui. En 1869, donc un an avant la Commune, ici il y avait une dizaine d'ateliers indépendants et entre 100 et 200 ouvrières ovalistes. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'elles travaillaient 12 heures par jour pour un salaire de misère, on peut le dire? C'est ça, 1,40 franc. Là où les hommes étaient payés 2 francs, le salaire des femmes était considéré, même célibataire, comme uniquement un complément. Il ne fallait pas leur permettre d'être trop indépendantes. Voilà. Donc en 1869, elles en ont marre, elles décident de se rebeller, on va dire ça comme ça? C'est ça, ça part des grands ateliers des Brotteaux, un peu plus loin. Mais effectivement, sur 2400 ouvrières ovalistes à Lyon, il va y avoir 1800 personnes en grève. Et ça débouche sur une demi-victoire puisque autant elles n'accéderont pas à une augmentation de leur salaire, autant elles auront 2 heures de travail en moins, de 12 heures de travail quotidien, elles passent à 10 heures de travail quotidien. Tout ça pour ça. On continue notre balade, là on est resté dans le premier arrondissement et on va arriver devant ce qu'on appelle le mur des Lyonnais, qui est vraiment un endroit très connu à Lyon, où on trouve une trentaine de personnages de Lyon ou des alentours. Ce qui est intéressant pour nous dans cette fresque, c'est qu'on a ici Paul Bocuse, qui est donc mondialement connu, chef étoilé, plusieurs fois étoilé. Et la femme qui manque pour nous sur la fresque des Lyonnais, c'est effectivement celle qui a formé Paul Bocuse, la mère Brasier. Oui. Et en fait, la célébrité de Paul Bocuse finalement dépasse celle de la mère Brasier, qui est connue de manière locale, mais de manière internationale, c'est plutôt Paul Bocuse. C'est plutôt Paul Bocuse. Malgré tout, donc son restaurant existe toujours. Et puis elle a une rue, Eugénie Brasier. Eugénie Brasier, voilà, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Nouvelle étape, alors là tu nous emmènes dans le 2e arrondissement, exactement au 6 rue Émile Zola. Ici, il y avait une boutique de lingerie pratique, qui était tenue par une dame qui s'appelait France Péjot. Oui. Elle tenait cette boutique avec sa sœur Raymonde et rien ne destinait cette femme à devenir une grande résistante. Et pourtant c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs c'est à la mort de son père, en janvier 1942, qu'elle décide de rejoindre les Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs, c'est un groupe de résistants qui vient de se créer à la fin de l'année 1941. Et en fait, tout au début, elle utilise cette boutique de lingerie comme lieu de stockage pour les journaux Francs-Tireurs et le journal Combat. Mais au fur et à mesure, elle devient agente de liaison. Donc ça explique pourquoi elle va se faire arrêter 3 fois. 3 fois? 3 fois. Et déportée à Ravensbrück? Déportée à Ravensbrück. Et alors, il y a ce 6 rue Émile Zola, mais elle a un passage depuis 2021, je crois, passage France Péjot. Sous la gare de Perrache, mais effectivement... Elle n'est pas très connue, alors que son mari est très connu, son fils est très connu, puisque c'était la femme de Maurice Jarre, le compositeur, et donc la maman de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Voilà. Donc France Péjot, on se souvient de ce nom, sacrée bonne femme, comme on dit. On continue la balade, on est sur les berges du Rhône, au niveau du pont de la Guillotière, et c'est là qu'on va retrouver la responsable de l'association Filaction. Pauline, il y a 9 balades urbaines qui sont proposées. Dans quel but elles ont été créées ici à Lyon? Alors, l'objectif principal, c'est de faire connaître ou redécouvrir les femmes du patrimoine local qui ont été oubliées et invisibilisées. Oubliées et invisibilisées parce qu'on a très peu qui ont leur nom finalement, qui figurent clairement dans Lyon. Tout à fait. Sur toutes les rues à Lyon qui portent un nom de personne, seulement 8,5% portent des noms de femmes. Alors, c'est mieux que la moyenne nationale qui est à 5%.
Et on voit aussi qu'il y a une évolution parce qu'elle est passée de 2 à 5% en 15 ans. Et donc on voit qu'il y a une vraie volonté de féminiser les noms des rues et de redonner leur place aux femmes dans l'espace public. En quoi ces balades urbaines, elles aident l'association Filaction à défendre son action, tout ce qui est la prévention des violences à l'égard des femmes? C'est une façon aussi pour nous d'atteindre un public qu'on n'atteint pas forcément sur nos actions de prévention, de visibiliser les violences et particulièrement les violences structurelles que les femmes subissent quand elles sont oubliées de l'histoire. Ces balades urbaines sont un bon moyen de découvrir autrement la ville, de changer quelques a priori sur les femmes et surtout de leur redonner la place qu'elles méritent dans l'histoire, celle d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain.